Sur le plateau d'M-Valor, nous allons parler d'exosquelette et de médical. Pour en parler justement, j'ai invité donc Marlène Durand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes du CHU de Bordeaux. Aussi Antoine Descuit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence au LAMI INSA Hauts-de-France. Et Jean-Baptiste Crouet. Bonjour. Bonjour. Angers 208 et ingénieur chez M-Valor. Alors, pour planter un petit peu les décors, je vais vous demander, Marlène, de nous raconter cette histoire d'un exosquelette et de l'hémiplégie. D'accord. Merci beaucoup de nous donner l'opportunité de présenter ce projet aujourd'hui. Donc, c'est un projet qui associe effectivement le CHU de Bordeaux à travers le docteur Geoffroy Moucheboeuf, qui est praticien hospitalier au centre de rééducation fonctionnelle de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, et qui a été sollicité par les ingénieurs de l'ENSAM à partir de 2014 à peu près. ENSAM qui voulait développer donc un robot, un dispositif de suppléance fonctionnelle pour les patients atteints d'hémiplégie. Alors l'hémiplégie, qu'est-ce que c'est ? C'est une paralysie latérale du corps, en général qui associe membres inférieurs et supérieurs, et qui concerne essentiellement des personnes qui ont été victimes de ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. C'est un traumatisme assez fréquent. De très nombreuses personnes sont touchées chaque année en France par ces AVC. Et par contre, le niveau d'atteinte de cette hémiplégie est très variable d'une personne à l'autre en fonction des zones du cerveau qui ont été lésées. Cela étant dit, ces patients sont en capacité de récupérer une partie de leur fonction, voire en totalité, en particulier si l'AVC est pris en charge rapidement. Il y a une urgence ? Oui, il y a une urgence et en général, que ce soit pris en charge dans les 4 heures qui suivent l'événement. Et donc, selon l'étendue du cerveau qui a été atteint et la durée de la lésion, la récupération peut être plus ou moins importante. Et donc, tout l'enjeu est d'aider ces patients à récupérer leur fonction motrice pour récupérer une vie normale. Et donc il existe toute une série de soins associés avec notamment donc de la rééducation fonctionnelle. Ça fonctionne déjà assez bien, beaucoup de personnes arrivent à récupérer leur mobilité, mais il y a donc des cas particulièrement sévères pour lesquels les personnes ne peuvent pas se tenir debout du tout et pour lesquels du coup la rééducation va démarrer plus tardivement. Et plus la rééducation démarre tardivement, plus les possibilités de récupération en fait sont faibles. Donc l'idée c'est de remettre les patients debout en position verticale, de les verticaliser le plus vite possible pour ensuite les guider dans la rééducation de la motricité au niveau de leurs membres inférieurs et supérieurs. Donc les ingénieurs de l'ENSAM en 2014 se sont fondés sur ces éléments pour proposer aux services de rééducation fonctionnelle de développer un système d'assistance dit de suppléance fonctionnelle, c'est-à-dire de verticalisation de la personne pour la rééducation. Excusez-moi, je vous coupe, mais quand on fait appel à justement des ingénieurs arts et métiers, avant, c'est qu'il manque peut-être de personnel pour verticaliser, c'est ça ? Alors, les personnes sont verticalisées par effectivement le personnel paramédical et médical. Il y a un système de harnais avec un moteur qui peut aider, mais effectivement, la personne est comme une poupée de chiffon. En fait, elle n'est pas du tout en capacité de maintenir sa posture. C'est pas uniquement le fait de prendre une décision de monter ou descendre un bras, c'est toute la posture qui est atteinte. Et donc, dans ce cadre-là, on ne peut pas proposer une rééducation efficace. Donc, l'idée, c'était donc de verticaliser les patients. Le docteur Moucheboeuf, donc du CHU de Bordeaux, lorsqu'il a été approché pour travailler sur ce projet, a assez rapidement proposé de faire évoluer cette proposition vers un dispositif qui serait adaptable aux patients sur mesure. Non seulement qui va prendre en compte le niveau de sévérité effectivement de son atteinte, mais aussi qui va être évolutif pour justement accompagner sa progression dans la rééducation et donc permettre d'adapter les séances de rééducation en fonction de ses progrès. Donc ça veut dire que le clinicien doit avoir complètement la main sur le pilotage en fait du dispositif, pouvoir adapter les séances de rééducation en fonction et du patient et de son évolution. Du sur-mesure. Du sur-mesure
non seulement à l'instant T de la prise en charge du patient, mais tout au long de sa rééducation. Et ça, c'est ce qui différencie en fait cette approche par rapport à d'autres solutions actuelles. Et c'est là-dessus que le CHU donc, a beaucoup interagi avec les ingénieurs qui, eux, avaient la tâche de rendre ça faisable. Et donc le projet va être détaillé techniquement davantage. Alors justement, le cahier des charges, on vous a juste donné le bébé. Vous faites comment? Qui prend la parole? Alors, oui, déjà, il y a un point de départ qui, au sein de l'Institut Carnoir, qui a été de se mettre autour de la table. Donc, différents laboratoires ayant la volonté de travailler sur ce projet d'exosquelette de rééducation. Donc, on s'est réunis en 2018 et on a créé durant l'année 2018 ce projet avec différents partenaires à Angers, au LAMPA, le LISPEN à Lille, également le LCCPI, donc Laboratoire d'innovation et de conception de produits innovants, l'IBAGC, un laboratoire de biomécanique. On voit qu'on a différentes compétences, différentes disciplines autour des sciences pour l'ingénieur et au-delà. Alors, je vous coupe. Combien de disciplines pour répondre à ce cahier des charges? Alors, ça fait beaucoup de disciplines, plusieurs laboratoires, environ 6. Et les disciplines mécanique, matériaux, vous avez également de l'automatique, de l'informatique. Vous avez également tout un volet qu'on aborde à travers la conception, l'ergonomie. On va travailler aussi sur le confort du patient, etc. Voilà un petit peu la biomécanique, évidemment. Et des collègues à proximité, thérapeutes, et également les collègues de Bordeaux, thérapeutes. Voilà un petit peu toutes les disciplines, toutes les spécialités nécessaires qu'on a dû réunir autour de ce projet. Et on peut rajouter aussi une compétence autour de normes et de la normalisation des dispositifs médicaux, qui sont un vrai sujet aussi à ne pas passer à côté. On va y revenir, je pense, à la fin, parce que c'est un sujet à part entière. Donc 2019, voilà, un projet démarre, un projet structurant de l'Institut Carnoir qui réunit ces différents laboratoires. Et donc le point de départ, ça a été essentiellement beaucoup d'échanges avec donc Geoffroy Moucheboeuf, donc un médecin de Bordeaux, et puis comme je le disais tout à l'heure, des collègues plus proches de nous, anciens kinés, actuellement chercheurs ou autres. Et toutes ces personnes nous ont permis de mieux comprendre le besoin. Et donc avec le CCPI, on a pu donc établir une spécification de ce besoin pour démarrer sur les volets mécaniques, commandes, etc. Alors quel était le point le plus saillant peut-être auquel il fallait répondre en premier? Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans la gestion de projet? Alors, en fait, le but, c'était de procéder de façon itérative, c'est-à-dire de très vite de mettre en place un premier prototype pour tester déjà sur personne le fonctionnement, même de façon passive, c'est-à-dire sans commande, déjà d'éprouver un petit peu la partie ergonomie et d'affiner finalement de part en part comme ceci la conception. Donc cette conception était vraiment faite de façon itérative, et avec un partage également des échanges réguliers entre les différents partenaires. Aujourd'hui, on tourne là depuis 3 ans avec une réunion mensuelle qui réunit tous les partenaires, sans parler des échanges partenaire à partenaire pour aborder un point particulier. Jean-Baptiste, vous vouliez préciser? Effectivement, c'est vraiment une façon itérative de travailler où, comme en fait, les fonctions auxquelles on doit répondre, qui sont de créer un dispositif qui est porté par le patient, qui doit être simple à installer par les praticiens, sans connaissance technique poussée du dispositif, léger, facile à démonter en cas de problématiques liées à la santé. Ça fait beaucoup de fonctions en fait, qui actuellement ne trouvent pas de solution avec les autres solutions commerciales qu'on peut trouver, qui existent déjà. Et donc c'est pour ça qu'en fait on a travaillé de façon itérative, on a imaginé des solutions technologiques pour répondre à ces fonctions-là. Et puis après on a essayé d'évaluer si elles répondaient vraiment aux fonctions et est-ce que les fonctions qu'on a imaginées étaient nécessaires aussi dans le fonctionnement de l'exosquelette. C'est vraiment ça notre démarche. Je me souviens de tout début du projet quand il a été monté, notre petit schéma en escargot avec différentes
différents points d'étape et à chaque fois on repassait par les étapes pour arriver à une solution qu'on espère optimiser à la fin et répondant au cahier des charges. Et vous, côté Bordeaux, il y a quand même aussi une communication entre l'ingénieur et le médecin, c'est deux mondes. Oui, effectivement. Je pense que c'est vraiment clé dans ce type de projet, c'est la rencontre des personnes, d'équipes, de plusieurs équipes, avec justement des compétences, des expertises, chaque fois très très pointues, des gens vraiment de haut niveau, mais un moment où il va falloir instaurer un dialogue, utiliser un langage commun qui permette à chacun de comprendre les attentes de l'autre et également de s'entendre sur le résultat à atteindre. Donc il a fallu s'apprivoiser, je dirais. Effectivement, définir le besoin clinique, comment ce besoin clinique se transforme en besoin mécanique, électromécanique, automatisation informatique. Moi, je ne maîtrise pas très bien tout ce langage, mais on a réussi à se comprendre et à s'entendre. Donc il y a à la fois une culture, une acculturation réciproque, je pense, dans ce genre de projet. C'est ce qui le rend d'autant plus passionnant, parce qu'on apprend tous beaucoup les uns des autres. Et donc effectivement des réunions très régulières, avec des retours d'informations le plus fréquent possible pour justement éviter d'aller sur des impasses. Et comme on disait, comme il y a eu beaucoup d'itérations, ça a permis d'ajuster en fait, les choses au fur et à mesure. Donc dès que le prototype a été prêt, il a été sujet à des tests dans le service de rééducation fonctionnelle, avec les praticiens, les personnels médicaux, paramédicaux qui sont en charge de l'utilisation de ce dispositif, pour très vite détecter ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, où est-ce qu'il faut apporter des améliorations et ainsi de suite. Et comme ça a été évoqué également, c'est un environnement médical, donc il y a une réglementation propre aux dispositifs médicaux qui s'appliquent, des normes spécifiques qui s'appliquent, sécurité électrique ou autre, et qu'il a fallu également intégrer dans la discussion, en particulier lorsque le centre d'investigation clinique a rejoint l'équipe, où nous on a justement apporté cette dimension-là, pour guider également le développement et les démonstrations de sécurité de performance, de façon à ce qu'elles soient conformes aux exigences relatives à un dispositif médical, pour ne pas se retrouver avec un objet technique formidable, mais qui au final ne pourrait pas rentrer dans un service hospitalier parce qu'il n'a pas les validations nécessaires. Donc l'ergonomie, ça en fait partie, tout un tas d'éléments de sécurité. Effectivement, si le patient fait un malaise quel qu'il soit, il faut pouvoir le mettre au sol rapidement, le déharnacher, faire un massage cardiaque, des choses comme ça, dans un temps record. Il ne faut pas que l'exosquelette soit une source de problème en lui-même. Ça ne soit pas un carcan, quoi. Voilà, exactement. Donc toutes ces dimensions-là ont dû être discutées, appréhendées en leur temps, parce qu'il y a certains éléments qui arrivent effectivement après d'autres. Et donc l'idée maintenant, c'est d'aller à l'investigation clinique. Donc de proposer ce prototype à des patients qui sont vraiment les destinataires de ce dispositif pour les tester dans le service Dr Moucheboeuf. Voilà. Et donc là, mais avant d'aller sur cette investigation clinique, vous êtes obligé quand même de passer par les fourches codines de tout l'appareil normatif. Alors, oui et non. Oui et non, d'accord. C'est un dispositif médical. Pour qu'effectivement il obtienne une autorisation de mise sur le marché, il faut que le fabricant monte un dossier technique, qu'il demande à un organisme notifié d'évaluer ce dossier et de vérifier la conformité aux exigences européennes. Là, pour l'instant, on se concentre sur la phase intermédiaire qui est l'investigation clinique. C'est la demande d'autorisation auprès de l'ANSM de mener un essai clinique avec des patients. Et pour ça, il faut monter un dossier également qui démontre la sécurité du dispositif médical et également qu'il atteint les performances attendues. Et donc ça, c'est l'ensemble des données que l'ensemble des équipes sont en train de collecter pour démontrer qu'effectivement on peut mener cet essai clinique en toute sécurité pour les patients. Et avec cet essai clinique, cette investigation, on va pouvoir collecter des données qui vont abonder ensuite le dossier de demande de marquage CE. Voilà, c'est un prérequis indispensable qui permet d'affiner effectivement aussi les notions d'ergonomie, de facilité d'usage. Donc on réalise ce qu'on appelle des études d'aptitude à l'utilisation qui concernent autant le personnel paramédical ou médical qui va installer le patient dedans, que celui qui va faire fonctionner le dispositif, et le patient bien entendu lui-même aussi, qui ne doit pas ressentir de gêne, d'inconfort, qui ne doit pas avoir peur du dispositif. On a envisagé toutes ces options-là. On a commencé à en discuter avec les patients alentours. Est-ce que ça vous impressionne? Est-ce que vous seriez d'accord pour essayer? Rien que des choses comme ça, l'acceptabilité est importante également. Donc en fait, c'est beaucoup de dimensions qu'il faut prendre en compte dans le développement du projet, pas attendre la fin pour certaines et essayer de les intégrer au fur et à mesure du développement.
Alors, j'ai bien compris que c'est un grand travail de groupe. L'avantage aussi, c'est que c'est un développement Carnot, ce qui fait que Exactement. vous n'avez peut-être pas une pression de mise sur le marché immédiate, et peut-être aussi une logique de travailler certaines, je dirais, sous-parties de ce que vous développez, pouvant peut-être justement un jour intéresser l'industrie. Exactement. C'est l'objectif du réseau Carnot et de notre Carnot Art qui nous soutient sur ce projet-là qu'on a déposé sur un appel à projet interne, et, parmi d'autres projets aussi qui ont été soutenus. Et l'idée est bien là, c'est de monter en compétence les équipes, les faire travailler entre elles pour créer une structuration aussi du réseau et pouvoir plus tard répondre à des sollicitations d'industriels et leur permettre de bénéficier des travaux de recherche qu'on mène. Parce que, effectivement, il y a des travaux de recherche aussi associés à ce projet-là. Il y a quand même deux thèses de doctorat qui sont en train d'être finalisées. Et puis un brevet aussi, voilà, des choses comme ça. Et l'idée est vraiment de pouvoir aller au bout de ce projet d'exosquelette, bien sûr, parce que c'est l'objectif, mais également de bénéficier des technos qu'on développe, des innovations qu'on y apporte, pour l'insérer auprès d'autres secteurs industriels qui pourraient être intéressés. J'imagine que vous vouliez parler. Non, mais c'est vrai qu'on mixe finalement deux choses, hein, à la fois la conception de produits, hein, un dispositif médical et de la recherche. Hein. Il y a des questions de recherche sous-jacentes qui sont forcément abordées. On fait porter à un patient, on veut faire porter à un patient un dispositif robotisé pour le rééduquer. Hein. Donc il y a des questions plus d'ordre clinique, des questions de biomécanique. Hein. Donc là, les collègues de l'IBAGC ont travaillé là-dessus. Et puis derrière, le dispositif robotisé, c'est des matériaux. Hein. Donc matériaux, procédés de fabrication, comment faire quelque chose de léger qui est correctement dimensionné. Et puis également une partie active, hein, des moteurs fonctionnent, on a une commande derrière qui ne peut pas fonctionner comme pour un robot manipulateur industriel. Hein. Là, le but, c'est quelque part de se rapprocher du fonctionnement du geste du kiné qui va aider le patient à réapprendre le geste de la marche. Voilà, donc pour ça, c'est d'autres travaux de recherche. Hein. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de composantes aussi liées à cette activité de recherche pour alimenter derrière la conception, les développements et pour valider finalement sur les démonstrateurs que ces travaux sont pertinents, quoi. À quand le premier test par un patient ? C'est prévu pour début 2026. 2026. Voilà. Donc il y a certaines étapes encore à franchir avec les autorisations à obtenir et des recherches de financement aussi, puisqu'effectivement l'Institut Carnot finance toute la R&D, mais on va rechercher des financements pour l'investigation clinique à proprement parler. Donc on va répondre à des appels d'offres. On est de l'ordre de combien, l'enveloppe ? Au moins 100 000 €. Ce n'est pas une grosse étude, ça va être quelques patients. On a déjà vu avec la NSM le nombre de patients qui pourraient être requis, donc ça sera une petite étude. Il y a des études qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est pour ça que je dis 100 000 €, c'est pas très cher. Ça serait dans le cadre du CHU, le CHU serait promoteur de cette étude. Et donc voilà, il nous faut un financement parce qu'il y a des assurances à prendre, parce qu'il y a du personnel dédié au support à l'investigation clinique, il y a tout ce qui est analyse des données, voilà, il y a tout un monde autour de la recherche clinique avec des expertises aussi. Et donc l'idée, oui, c'est début 2026 faire l'essai clinique. Voilà. Un grand merci pour cette présence sur ce plateau et surtout nous avoir donc fait partager vos travaux. Rendez-vous peut-être en 2026 pour parler avec plaisir. Du futur. Oui, bien merci. sûr. Merci. Merci Eric.